Le 7 mai 1954, la guerre d'Indochine est perdue à Dien Bien Phu. Humiliée, l'armée française est surtout en colère. Elle se sent abandonnée et oubliée par une métropole indifférente ou hostile qui lui a toujours marchandé les moyens de l'emporter. C'est promis, elle n'en perdra plus d'autres. Plus jamais ça. Plus de milliers de morts pour rien. Plus d'improvisation stratégique ni d'hésitation gouvernementale. Mais Dien Bien Phu, c'est aussi un tremblement de terre. Le Valmy des peuples colonisés, selon le nationaliste algérien Ferhat Abbas. Un nom qui sonne comme un tocsin et qui sent l'incendie. La France, malgré sa force et sa puissance, a été tenue en échec. Aussi, le 1er novembre 1954, 6 mois seulement après Dien Bien Phu, quelques centaines d'indépendantistes algériens regroupés dans un front de libération nationale se lancent eux aussi dans la lutte armée. Ils sont une poignée. Ils ne sont pas soutenus par la population, mais la guerre d'Algérie vient de commencer. Pour l'armée qui s'en revient d'Indochine, cette guerre subversive n'est que le recommencement de ce qu'elle a connu en Asie. Mais cette fois-ci, les conditions ne sont plus les mêmes. L'Algérie, ce n'est pas un territoire lointain dont l'opinion se moque éperdument. Non, l'Algérie, comme le répètent à satiété les politiques de tous bords, c'est la France. Une terre peuplée d'1 million de Français qui y sont nés. Ce sont 3 départements de cette France qui s'étendent de Dunkerque à Tamanrasset. Et puis ce sont des puits de pétrole et de gaz que l'on vient de découvrir en 1954 et qui donnent enfin au pays l'indépendance énergétique. Mais ce sont aussi 9 millions d'Algériens musulmans ne disposant ni des mêmes droits ni des mêmes richesses. Bien sûr, ces inégalités alimentent la rébellion. Mais la guérilla ne fait pas peur à l'armée qui a tiré les leçons de sa guerre perdue. À l'école du Viet Minh, elle y a découvert ce qu'était la guerre révolutionnaire et les méthodes d'action psychologique. Elle a compris qu'il n'était pas possible de vaincre sans convaincre, en Algérie comme en métropole, sans la conquête des esprits et des cœurs, autrement dit, sans une propagande efficace. En créant un bureau spécialisé, le 5e bureau, dès 1955, l'armée est donc décidée à livrer aussi bataille sur le terrain des mots et des images. Il faudra commencer par rassurer les Français, notamment les parents des appelés du contingent que le gouvernement du socialiste Guy Mollet décide d'envoyer en Algérie à partir de 1956. Leur répéter qu'il n'y a pas de guerre, mais uniquement des événements. Les délégués, une mère et 7 paires de jeunes soldats se sont déclarés enchantés de leur voyage qui leur a permis de se rendre compte de la vie des militaires, même dans les postes les plus reculés. Il faudra ensuite convaincre la population indigène de la générosité de la France et de la pérennité de sa présence. Le choix est simple, la prospérité et la paix avec la France d'un côté, la ruine et la guerre avec le FLN de l'autre. Avec cette guerre sans nom, où l'enjeu est le contrôle des populations, le service cinématographique des armées entre dans l'ère de la propagande professionnelle, de l'information calibrée, sous-pesée, préfabriquée. C'est la fin du reportage de guerre, du document pris sur le vif, du témoignage. De reporters de guerre, les soldats de l'image redeviennent des opérateurs anonymes qui doivent répondre à des directives précises. La guerre est absente des films du cinéma aux armées. Seules les photographies, parmi lesquelles celle de Marc Flamand, permettent de retrouver les hommes au combat. Place à la fiction, à la mise en scène, au film scénarisé. Voici la guerre d'Algérie telle qu'elle a été présentée aux Français par le cinéma aux armées de 1954 à 1962. Quelle est belle cette Algérie française dont l'armée fait la promotion. Des villes modernes, des grands ports, des palmeraies, des vignes à perte de vue,
Des routes asphaltées traversant le désert, des puits de pétrole en plein Sahara, un réseau ferroviaire. Rappeler l'étendue de la mise en valeur de l'Algérie par la métropole correspondrait à dresser l'inventaire des richesses que possède ce pays et qui sont l'œuvre de la France. D'un pays mort ou en train de mourir, de villes inexistantes ou rudimentaires, les Français ont fait en 125 ans une magnifique province, dont les derniers événements risquent d'entraver le développement et l'expansion. Et si les Français font peu de cas de l'héritage arabo-musulman, ils vantent en revanche le passé romain de l'Algérie. Philippe de Broca, qui profite de son service militaire pour faire ses premiers pas de réalisateur, filme par exemple les fabuleux vestiges de Timgad ou les ruines de Djémila dans la province de Constantine. Après avoir connu durant des siècles la domination romaine, puis l'anarchie des grands féodaux d'Alger, d'Oran et de Constantine, ce pays totalement isolé se desséchait et l'arrivée des Français devait l'aider à triompher de ses faiblesses naturelles. Entre Rome et la France, il n'y a rien. Juste la parenthèse ténébreuse de l'islamisation et de la conquête ottomane. Ce territoire, mis en valeur et rattaché à la France depuis 1830, bien avant Nice ou la Savoie, semble donc bien tranquille comparé au remuant protectorat de Tunisie et du Maroc. Quand tout à coup... Destruction, attentat. Les rebelles s'acharnaient comme s'ils voulaient effacer l'œuvre de la France en Algérie. Qui sont ces rebelles? Ces félagas. Et que veulent-ils? Les spectateurs des actualités ne le sauront pas. Ils sauront juste qu'il s'agit de bandits, de terroristes guidés par l'esprit de destruction. Soudain, répondant à un signal mystérieux, des fanatiques ambitieux pensent pouvoir détruire la civilisation occidentale, rien de moins, en incendiant des écoles, en brûlant des fermes, des autocars, en tuant. Le signal du soulèvement n'est toutefois pas si mystérieux pour les autorités militaires qui, traumatisées par l'Indochine, croient d'abord reconnaître la patte de l'ennemi communiste. Mais rapidement, on accuse aussi l'Égyptien Nasser, le leader du panarabisme, que l'on compare directement à Hitler. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une réincarnation, ce n'est qu'une mauvaise imitation. Gamal Abdel Nasser, dictateur des Égyptiens, menace, vocifère, déchire les traités, se moque du droit international. Le dictateur forge une armée égyptienne puissante, du moins en théorie, avec l'aide d'anciens militaires nazis et avec du matériel étranger, principalement soviétique. Fascisme et communisme se retrouvent encore, comme en 1939. On accuse l'émission de radio La Voix des Arabes, qui est émise du Caire, d'avoir poussé à la révolte des populations algériennes jusque-là soumises et pacifiques. Et soudain, en 1954, venant de l'étranger, voici que monte l'appel à la haine. Voici comment les Français conçoivent la rébellion. Sur le modèle Viet Minh, le service du cinéma aux armées présente, à travers une fiction tournée avec des acteurs de fortune recrutés dans le bled, un commissaire politique haranguant la foule et procédant à la mise en place d'une cellule terroriste dans le village. Les jeunes sont enrôlés de force et les pro-français assassinés. Le nationalisme n'existe donc pas. Mais ce qui est vrai, c'est que le FLN terrorise les hésitants et les récalcitrants. Comme à Melouza, où 300 villageois sont égorgés le 28 mai 1957. Dès lors, la tâche de l'armée est d'arrêter les quelques rebelles stipendiés par l'étranger pour ramener définitivement la paix.
Il n'y a pas de guerre proprement dite, mais une pacification. Pour s'en convaincre, voici un extrait du film Paix en Algérie, tourné en 1958 par Michel Ristroff, dans lequel un sous-officier, campé par l'acteur Dominique Paturel, explique la mission de l'armée à un jeune appelé qui vient de débarquer. C'est absurde de dire qu'on fait la guerre ici. On fait la paix. Ah oui, la pacification. Mais oui, la pacification. Ce qui veut dire en bon français, ramener la paix. Ramener la paix, c'est faire la guerre et la gagner. À Saumur, on vient de m'apprendre que gagner la guerre, c'est détruire l'ennemi. Écoute, mon vieux, tu as vu Oran? Oui. Tu as vu le marché de Bosquet? Tu crois que ces gens-là sont nos ennemis? Cigarette? Non, merci. On nous appelle les forces de l'ordre parce que nous luttons contre des assassins, des pillards, des voleurs. Une bande de fanatiques qui cherche à affirmer son pouvoir par la force. La force la plus brutale, la plus féroce. Je n'aime pas faire des tirades. Mais depuis 24 mois que je suis dans le bled, j'ai compris ce que ça voulait dire, la civilisation française. Nous ne faisons pas la guerre ici. Nous cherchons à gagner. Ou plutôt, à regagner les cœurs et les âmes. C'est ça qu'il nous faut conquérir. Et les félagas, ils existent, ceux-là? Eh oui, bien sûr. Et voilà leur travail. Détruire et tuer. Faire revenir le pays à ce qu'il était il y a 150 ans, au pire Moyen-Âge. Et là-dessus instaurer leur dictature. Tout cela n'a qu'un seul but. Rayer le mot liberté. Et par la terreur imposer leurs lois. Viens, je vais te montrer mon secteur. Tu verras qu'il suffit de croire pour réussir. Tu verras ce que c'est que la pacification. La vraie, la nôtre. Celle que gagnent jour après jour les soldats de l'armée française, c'est-à-dire nous, les jeunes Français. Pour mener à bien cette pacification, les Français comptent sur la guerre psychologique. Ils l'ont découverte en Indochine. Pour les Français comme pour les félagas, le premier qui aura les masses avec lui aura gagné la partie. Pour cette mission, au moins aussi importante que l'action militaire classique, l'armée crée en 1955 les SAS, les sections administratives spécialisées, avec l'idée de prendre de vitesse le FLN en gagnant le cœur des musulmans. La pacification a désormais un visage, celui de l'officier SAS que l'on nomme aussi képi bleu. Son programme, un sourire, sa signature, une poignée de main, clame la voix off du film éponyme sur ces hommes. Cette fiction a été voulue en haut lieu afin de promouvoir l'action de la France en Algérie auprès de la métropole, mais aussi de l'étranger. C'est dire toute l'importance de la mission assignée à cet officier d'un nouveau genre. Au service des populations musulmanes, il cherche à développer des relations de confiance et à répondre aux besoins de ses administrés, en délivrant des papiers d'identité, réglant un différend entre voisins ou partageant le thé avec les notables. Investi d'une mission autant humanitaire que sociale, le képi bleu fait la chasse aux gourbis, ces bidonvilles infâmes à proximité des agglomérations. Il donne du travail en faisant construire des routes, des écoles et des logements. Sa présence doit être preuve que la générosité de la France n'est pas un vain mot. Mais c'est surtout vers l'école et la santé que se concentrent les efforts de ces soldats. Il faut dire qu'il y a fort à faire. Seuls 10% des enfants musulmans sont scolarisés en 1954. Pour rattraper ce retard et convaincre les masses de la sollicitude de la France, l'officier SAS multiplie les ouvertures d'écoles et recrute des instituteurs parmi les appelés du contingent. Les images de ces nouveaux hussards de la République, complaisamment filmées par les opérateurs de l'armée, illustre parfaitement la stratégie de pacification. L'autre domaine de prédilection des officiers SAS, comme de la propagande française, c'est l'aide médicale gratuite aux populations, mise en scène ici par Gérard Renato dans Au-delà des fusils en 1960.
Alors maintenant, nous allons à l'AMG. L'AMG, qu'est-ce que c'est? L'AMG, c'est l'assistance médicale gratuite. Toute la population de Ouled El Alem y vient 2 fois par semaine. Aujourd'hui, c'est le jour de visite et je vais vous faire connaître 2 filles formidables. Merci. Ah, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? C'est toujours pareil, capitaine. On répète 1000 fois la même chose. Les mamans vont travailler et c'est les grand-mères qui nous amènent les nourrissons. Et alors, les grands-mères? Ces infirmières jouent particulièrement mal. Mais le message est clair. Grâce à la France, la santé et l'hygiène font de gros progrès. Alors, rien d'autre à signaler, Lucette? Aussi, capitaine, nous avons des ennuis. Nous avons épuisé notre réserve de lait. Et nous aimerions que la SAS nous dépanne. Eh ben, ça va vous dépanner, je vous le promets. Allez, continuez bien votre travail. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Les douars les plus reculés ne sont pas oubliés. Comme dans ce film de 1957 qui suit les tribulations de 2 Toubibas, Viviane et Zora. Elles organisent la consultation médicale en plein air, distribuent du lait en poudre, des vêtements et des conseils d'hygiène. Face aux félagas qui tuent et qui pillent, la France soigne, instruit et construit. 2 gouttes de collyre. Voici qui vaut mieux que toutes les propagandes pour ouvrir les yeux. L'officier SAS paie même de sa personne. Mais qui aurait dit à l'officier sorti de Saint-Cyr et des stages militaires que sa mission le conduirait à pommader le derrière des nouveaux-nés? Drôle de militaire en effet que ces soldats de la paix qui en plein XXe siècle incarnent le grand rêve d'un front pionnier. Au-delà de la propagande, les képis bleus sont réellement populaires et appréciés des masses musulmanes. Et c'est pourquoi ils sont aussi la cible des félagas qui redoutent le succès de cette opération séduction. Une centaine d'officiers SAS paieront de leur vie leur engagement social aux côtés des Algériens. Mais conquérir les cœurs ne suffit pas. Pour convaincre les Algériens, l'action sociale se double d'une action psychologique ouvertement assumée que mènent les compagnies de haut-parleurs. Créées en 1956, ces compagnies sont constituées d'équipes mobiles qui se rendent dans les villages perdus pour y organiser des expositions photographiques et des séances de cinéma en plein air afin d'y vanter l'œuvre de la France. Voilà encore une façon de combattre sans armes en dénonçant l'aventure sans lendemain de la guérilla nationaliste. Et voici nos canons, nos mitrailleuses, les armes de la répression. Ceci est une compagnie de haut-parleurs en action. Elle lutte contre ce virus qu'est la propagande du FLN. Elle rétablit la vérité et clame de tous ces haut-parleurs, films, photos, tracts, quel est notre seul but, la paix en Algérie. Dans cette foule, il y a peut-être encore des félagas, des durs, des mous, des anciens, des futurs. C'est à nous qu'il appartient de faire qu'il n'y ait que des gens heureux, des musulmans tranquilles, des Français. Pour s'assurer une assistance nombreuse, on distribue des bonbons aux enfants et l'on prend soin de traduire en arabe ou en kabyle ces courts-métrages de propagande. Pour des populations qui ne connaissent pas le cinéma, l'impact de cette propagande a l'effet d'une hypnose. Une autre équipe installe les panneaux photos et les gens écoutent et regardent. Images et sons, au service d'idées simples et nettes, pénètrent lentement leur esprit. De son côté, le spectateur français, abreuvé d'images de paix, doit comprendre pourquoi l'armée combat, ou plutôt ne combat pas en Algérie. Elle ne lutte pas au nom du colonialisme, mais pour le bien-être des musulmans, pour leur émancipation sociale, pour leur liberté. Laissons Dominique Paturel résumer dans Paix en Algérie l'effort de la France. Ces gens-là ne peuvent pas vivre sans nous, nous ne pouvons pas les abandonner, c'est humainement impossible.
J'ai passé 24 mois ici en uniforme. C'est une chance magnifique que j'ai eue. La chance d'avoir pu apprendre à croire à quelque chose de grand. J'ai fait un peu de ce pays. Je l'aime comme si c'était mon pays natal. Maintenant, je vais revenir ici comme civil. Ces gens sont bons. Cette terre est bonne, riche de promesses et d'avenir. Cette Algérie nouvelle, c'est le destin de la France. C'est le destin des jeunes Français qui vivent des deux côtés de la Méditerranée. C'est le destin de mon pays, et j'y crois de toutes mes forces. La France se bat donc contre les nationalistes algériens au nom des Algériens eux-mêmes. Un discours que l'armée s'attache à faire comprendre en montrant l'importance des manifestations pro-françaises de la part des indigènes. En décembre 1956, par exemple, une population libérée de l'emprise du FLN fête l'arrivée des soldats français. Même manifestation de loyalisme, filmée par Philippe de Broca dans la région de Palestro. Le général Ollier passe les habitants en revue et procède au lever des couleurs, tandis que les enfants agitent leur petit drapeau tricolore. C'est pourtant dans cette région, quelques mois auparavant, le 18 mai 1956, que 19 soldats sont tombés dans une embuscade. Ils ont été retrouvés égorgés, les testicules dans la bouche, et atrocement mutilés par la population des douars environnants. Les yeux crevés, les ventres éviscérés et remplis de pierres. Parmi les hommes qui saluent le drapeau et que l'armée a prié de participer à la cérémonie, il s'en trouve peut-être qui ont assisté au massacre de Palestro. À côté de ces manifestations, l'armée filme les distributions d'armes aux groupes d'autodéfense pour protéger les villages contre la pénétration des félagas. Tazrout a repris confiance et spontanément ses habitants ont constitué un groupe d'autodéfense avec les armes qu'a données l'armée. Ces villageois réclament des armes aux Français pour défendre leurs douars terrorisés par les félagas qui, au cours d'une opération nocturne, ont tué la seule vache du village. C'était la seule du village. Viendra le temps où les hommes, les femmes, les enfants seront à leur tour égorgés. L'armée leur distribue donc quelques vieilles pétoires dans une cérémonie à mi-chemin entre le rite d'initiation et l'hommage médiéval, tel le seigneur à son vassal. Les Algériens sont du côté de la France, les vieux comme les jeunes. Les gros plans sur les anciens combattants, bardés de médailles, rappellent que les plus âgés ont connu les tranchées de Verdun ou l'enfer de Monte Cassino aux côtés de leurs frères d'armes français. Soldats musulmans des deux guerres, la France généreuse n'oublie pas vos sacrifices et vos souffrances. Sachez lui garder votre confiance et votre fidélité. Quant aux jeunes, la preuve de leur attachement à la France, c'est leur engagement dans l'armée. Ils y forment les spahis. Les harkis, souvent employés comme commandos de chasse contre les groupes du FLN. Ou encore les moghaznis, sorte de gendarmes ruraux qui assurent notamment la protection des douars pacifiés et des officiers SAS.
Au total, on compte bien plus de musulmans combattant aux côtés de la France que les 30 à 40 000 rebelles repliés dans la montagne. Unité régulière de l'armée, Harki, groupe d'autodéfense, Morasni, groupe mobile de sécurité, anciens combattants fidèles aux 3 couleurs de France, forment ainsi un total de 180 000 combattants musulmans qui se sont librement joints à nous et qui se battent héroïquement contre la rébellion, qui se battent avec nous pour que l'Algérie vive et s'épanouisse dans la liberté et la paix retrouvée. On ne dira pas que ces hommes ne sont pas toujours très fiables, que 10 à 15 000 d'entre eux ont déserté avec armes et bagages pour rejoindre la guérilla. On ne dira pas que 48% des jeunes musulmans n'ont pas répondu à la conscription de 1959 et 62% en 1961. C'est pour eux, pour les convaincre, que l'armée diffuse dans le bled ce film montrant l'incorporation de jeunes musulmans au sud de Mostagadem. On prend des douches. On se prélasse au café mort. On mange des beignets et l'on se baigne dans une piscine. Mais ce plaidoyer pour l'engagement est-il efficace ? Voilà toute la limite de la pacification. Les faits contredisent souvent les mots et les images de la propagande. Il n'y a pas de guerre, les familles françaises peuvent dormir tranquilles, mais 30 000 soldats perdront la vie de 1954 à 1962. Il n'y a pas de guerre, mais les lettres des appelés et le récit des permissionnaires contredisent les bonnes nouvelles des actualités. Il n'y a pas de guerre, l'armée construit, instruit et soigne, mais dans Paris Match, les photos d'attentats, d'embuscades montrent le contraire. Comment dès lors croire à la pacification ? L'armée française a-t-elle au moins réussi à convaincre les métropolitains qu'elle combattait pour une cause juste ? On peut en douter. Si en 1956, les Français sont encore majoritairement défavorables à l'indépendance, ils ne sont plus que 29% en 1959. Même les appelés du contingent de retour d'Algérie, où ils ont passé 27 mois, sont hésitants. À la question « Pourquoi la France se bat-elle en Algérie ?», posée par l'IFOP en octobre 1959, 7 soldats sur 10 se classent parmi les sans opinion. On a beau vouloir effacer la Méditerranée, rappeler qu'Alger n'est pas plus loin de Marseille que la cité phocéenne de Paris, beaucoup de Français ne croient plus que les 3 départements d'Algérie sont des départements comme les autres. Et pourtant, que d'efforts de la part du cinéma aux armées. Voici des mineurs sahariens. Des cités ouvrières ont été édifiées, soit près de 2000 logements, et les mineurs de Kenadza, à la fin d'une journée de travail, regagnent leur maison et mènent une vie identique à celle de leurs camarades du Nord ou du Pas-de-Calais. Et voici des artisans potiers du sud algérien. Comme les paysans de Haute-Provence, les hommes du Touat aiment l'art de la poterie. Mais les spectateurs se rendent bien compte qu'il y a un décalage entre l'image et le texte. Que si les Français sont ici, ici ce n'est pas tout à fait la France. Ce discours est aussi difficile à soutenir que celui de la pacification. Pourtant, il existe bien une guerre en Algérie, même si on ne la voit pas.
Si l'on montre bien des appelés du contingent embarqués joyeusement à Marseille, on ne dira presque rien ensuite de la vie quotidienne des soldats de ces postes perdus du bled. Ce sont les films amateurs en Super 8 qui nous permettent de retrouver les moments de détente, les parties de volley, de foot et de pétanque où l'on s'amuse entre copains. On joue également avec les enfants qui n'ont pas peur de s'approcher et qui savent que les militaires leur donneront quelques friandises. Mais comment dire le mal du pays, le manque de sa fiancée et de sa famille? Comment filmer la peur qui tenaille la sentinelle, la nuit, quand tous les bruits sont suspects? Comment exprimer la terreur de l'embuscade, de finir avec le sourire kabyle, égorgé, et les organes sexuels dans la bouche? Comment parler de cette promiscuité étouffante et de l'absence déprimante de femmes en dehors des photos de starlettes accrochées au mur? Juste une fascination du cinéaste amateur pour des jeunes filles qui osent soutenir le regard du soldat. En Algérie, la chair est triste. Parfois, une bonne surprise. À la Noël 1957, l'animateur Jean Nohain débarque dans un poste isolé avec une troupe d'artistes parisiens pour un spectacle de théâtre aux armées. Avec Fernand Reynaud, voilà enfin de quoi rire. Pour soutenir le moral des conscrits, dont le mot d'ordre est la quille bordel, l'armée édite un journal depuis décembre 1955, Le Bled. Car l'action psychologique se décline aussi en direction du contingent. Informations, nouvelles policières, jeux, portraits de starlettes qui seront généralement découpés et collés au mur des chambrées, et d'abondantes photographies où les appelés tiennent la vedette. Parmi les photographes de Bled, eux-mêmes appelés du contingent, on compte Raymond Depardon qui commence alors sa carrière. En tout cas, voilà une littérature saine que l'on oppose aux journaux hostiles à la guerre ou réputés acquis à la cause du FLN qui font l'objet d'une vigilante censure. En règle générale, on demande aux hommes de troupe de se méfier des journalistes que l'on assimile à des emmerdeurs ou pire à des traîtres ou des espions. C'est le thème de ce film de Claude Lelouch qui fait alors ses premières armes au cinéma. La morale de ce film d'espionnage du jeune réalisateur est dispensée par un officier supérieur s'adressant directement aux soldats. Un mot, une photo que nous dévoilons, sont meurtriers. Hélas, nous dévoilons autant que Brigitte Bardot. Comme ce court-métrage, la moitié des films tournés par l'armée ne sont pas destinés au public, mais aux soldats eux-mêmes. Ce sont des films d'instruction qui doivent contribuer à leur formation et leur éviter des problèmes en opération. Comme dans ce film d'instruction de Philippe de Broca, où ce convoi somnolent est la proie idéale d'une embuscade. Dans ces courts-métrages à destination de la troupe, on ne craint pas de montrer des blessés et des morts, mais ce sont des acteurs. Finalement, l'armée ne filme jamais la guerre, et quand elle la montre à ses hommes, c'est pour de faux. Les embuscades sont simulées et les combats scénarisés. Comment imaginer que ces militaires qui sautent d'un camion sans trop se presser et sans trop se protéger sont réellement attaqués par des rebelles? Claude Lelouch propose lui aussi de faux assassinats, tournés d'ailleurs dans le sud de la France, avec des félagas peu crédibles et des grenades bien inoffensives.
vraies images de la guerre sont rares. Elles sont l'œuvre des photographes qui partent en opération avec les commandos de chasse. Pas des cinéastes qui, avec leur matériel de 30 kg sur le dos, ne font que ralentir la marche de la troupe. Parmi cette poignée de témoins, René Baille, Marc Garanger et surtout Marc Flamand, photographe attitré du colonel Bijard. Avec Flamand et ses 30 000 clichés, nous voilà projetés au cœur de la geste militaire, de l'effort et de la sueur, dans des plans serrés et cadrés où la guerre n'est pas niée. Et pourtant, Marc Flamand n'est pas un professionnel. Les plus belles images de la guerre d'Algérie, les plus vraies aussi, sont prises par un autodidacte qui n'a jamais touché un appareil photo avant 1956. Étudiant aux Beaux-Arts engagé à 19 ans dans les parachutistes en Indochine, Flamand est blessé et réaffecté comme dessinateur au journal de l'armée française, Caravelle. Quand il arrive en Algérie, ce dessinateur, qui a le statut de reporter, est pris pour un photographe par le général Massu qui lui confie un appareil. C'est ce malentendu qui a fait de Flamand le plus grand photographe de la guerre d'Algérie. Mais il est bien plus qu'un photographe. Ami du colonel Bijard, qu'il suit dans toutes ses opérations, il est aussi son officier de presse qui négocie la parution de clichés dans Paris Match, par exemple, pour vanter l'action des paras et montrer pour une fois ce que c'est que la guerre, la vraie. On lui doit ces très rares photos de combat, parfois floues et mal cadrées lorsqu'il saute aux côtés des paras. Et puis des bouleversantes images de soldats blessés ou tués, comme celle de l'agonie du sergent-chef Santenac. Le combat étant souvent invisible aux Français, ils ne verront que la traque des rebelles. Cette traque repose sur la mobilité, d'où l'utilisation fréquente des hélicoptères, surtout le H-21, que les hommes appellent la banane. Des parachutages ont encore lieu, mais ils sont exceptionnels. Ce sont les opérations héliportées qui sont les plus nombreuses, pour accéder directement au sommet des montagnes escarpées, refuge des Félagas. Adoptant les méthodes de la guérilla, les commandos français savent aussi se poster en embuscade sur les cols et les points de passage pour anéantir les colonnes de rebelles. Le succès de ces opérations va croissant depuis 1958 et l'édification de la ligne Maurice. Barrière électrifiée que les soldats appellent Monsieur 5000 volts, elle isole le FLN de ses bases arrières de Tunisie. Privés de refuge, les maquis FLN sont brisés les uns après les autres en 1959 par le rouleau compresseur du général Schall. Mais pour le cinéma aux armées, les vrais héros de cette guerre invisible contre un ennemi qui ne l'est pas moins, ce sont les paras. Qui sont ces hommes? Ils portent le béret rouge et la tenue couleur de jungle. Souple, silencieux, fort, le regard fier. Dur au combat. Aimant la gloire. En Algérie, ces hommes font partie des meilleures unités de pacification et d'intervention. Ils protègent les populations contre les représailles des rebelles. Ils sont toujours aux endroits les plus menacés. Ils luttent pour mater le terrorisme aveugle et cruel dans les montagnes les plus reculées où se cachent les bandes. Partout, ils ramènent la sécurité et l'espoir. Mais la guerre, ce n'est pas que le sourire de la pacification et la sueur des expéditions en montagne. C'est bien plus dur que cela. Dans cette guerre subversive, tout le monde est suspect, y compris les enfants qui peuvent informer les rebelles, y compris les femmes qui peuvent les ravitailler. Dans ces rushs, la violence transpire. On brûle une ferme, on arrête un homme, on regroupe la population et on l'interroge. Le succès d'une opération et le démantèlement des réseaux du FLN dépend en effet du renseignement. C'est pourquoi, dans leur lutte contre le FLN qui multiplie les attentats, les militaires ont parfois recours à la torture pour faire parler les prisonniers. La Gégène, qui alimente normalement un téléphone de campagne, est utilisée notamment lors de la bataille d'Alger en 1957.
c'est qu'il s'agit de briser le commandement local du FLN et ses poseurs de bombes qui sèment la terreur. Mais sauver des vies, vaut-il qu'on se salisse les mains? Le pouvoir politique qui exige des résultats abandonne le sale boulot à l'armée. Après le sang, la merde, peste Bijard. Lors de sa première tournée des Popotes, en juin 1958, De Gaulle tentera de mettre fin à ses méthodes. Le téléphone, ça sert à parler, et non à faire parler. Mais si dans la presse métropolitaine la question fait débat, les films militaires offrent une image beaucoup plus polissée du renseignement. Cette histoire est véridique. 3 jeunes soldats français sachant parler arabe se sont fait passer pour des agents de liaison Fellaga. S'étant présentés à un musulman suspect, ils ont pu obtenir quelques noms de terroristes. Pour couper radicalement le FLN de la population, on crée aussi le regroupement des villages pour vider les campagnes et asphyxier définitivement la guérilla. Rapidement, près de 2 millions de personnes sont concernées par ces regroupements, soit le quart de la population musulmane. Ce qui ne va pas sans poser de nouveaux problèmes à l'armée, comme le laisse entendre cet extrait du film Au-delà des fusils. Mon capitaine, de quoi vivent toutes ces familles? La SAS, la section administrative spécialisée, procède régulièrement à des distributions de vivres. Mais alors, c'est bien comme on dit en métropole, elles vivent donc de la charité gouvernementale. Mais pas du tout. Tout ceci n'est fait qu'à titre provisoire. En même temps, nous leur distribuons des terres. Ah oui, ce qui fait que dans l'avenir, ces populations se nourriront par elles-mêmes. Exactement. 250 000 hectares pour 5 millions d'habitants. Sans doute ces méthodes sont-elles efficaces pour étouffer la guérilla. Les maquis sont éreintés et la guerre gagnée sur le plan militaire. Mais la population est lasse des ratissages, des contrôles d'identité. Et les paysans regroupés dans les camps cultivent l'amertume et la haine à l'égard des Français. La propagande des compagnies de haut-parleurs qui officient dans ces camps est incapable de changer la situation. Je fais mon baratin, mais les musulmans se terrent chez eux, confie un militaire. L'armée française a certes écrasé le FLN, mais la population s'est peu à peu détournée de la France. La solution militaire est désormais insuffisante en Algérie. La solution ne peut être que politique. C'est ce qui commence à se dire à Paris. Mais le million d'Européens qui est né sur cette terre et qui voit l'armée victorieuse sur le terrain ne peut entendre parler de négociations. Le 13 mai 1958, redoutant un Dien Bien Phu politique de la part du gouvernement, la foule prend d'assaut le gouvernement général avec la complicité de l'armée. Un comité de salut public, dans lequel entrent les généraux Massu et Salan, est créé et fait acclamer le nom du général de Gaulle, que l'on croit alors le seul à même de garantir l'avenir de l'Algérie française. Mais on se trompe. Le 4 juin 1958, le général ramené au pouvoir se veut rassurant pour les partisans de l'Algérie française. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Tous les éléments du drame sont désormais en place. En moins de 18 mois, tout change dans la propagande française. Parce que les militaires se préoccupent trop de politique à son goût, le général renvoie l'armée à ses casernes. Il fait remplacer le rédacteur en chef de la revue Bled, dissout le 5e bureau spécialisé dans la guerre révolutionnaire. Enfin, il supprime l'établissement cinématographique de l'armée d'Alger, trop indépendant à son goût. Désormais, tous les films seront conçus au fort d'Ivry-sur-Seine,
au service de la propagande gouvernementale et non plus au service de l'armée en tant que telle. Terminée la pacification. Fini les opérations militaires. L'officier SAS et le para en tenue léopard, les deux héros d'une armée tout à la fois en guerre et en paix, s'effacent définitivement devant le seul héros qui vaille, et que les réalisateurs de l'armée suivent pas à pas, De Gaulle lui-même. Chacune de ses tournées en Algérie est l'objet d'un film louangeur. Leur espoir est aujourd'hui comblé. Il est là. Il apporte avec lui cet immense réconfort, cet immense programme. Cela veut dire qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. Cet immense espoir. Jamais, plus qu'ici et plus que ce soir, je n'ai senti combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux, la France! Le général de Gaulle quitte Alger pour se rendre à Constantine, où la même foule, la même ferveur, la même confiance l'attend. Mais De Gaulle sait bien que le FLN dispose d'un début de reconnaissance internationale. L'Algérie est pour lui un boulet qui l'empêche de déployer une grande politique. Avant les autres, il comprend que malgré la victoire militaire, l'opinion métropolitaine ne veut plus consentir le moindre sacrifice pour l'Algérie, ni en hommes, ni en argent. Le soir du 16 septembre 1959, De Gaulle apparaît sur les écrans de télévision. Il lâche le mot « autodétermination », c'est-à-dire le gouvernement des Algériens par les Algériens, appuyé sur l'aide de la France et en union étroite avec elle. Pour ceux qui croyaient encore en l'avenir de l'Algérie française, c'est un choc. Du même coup, cette Algérie française disparaît aussi des films de l'armée. Plus de militaires à l'écran, plus de pieds noirs non plus. Voici venu le temps de l'Algérie algérienne, traditionnelle ou moderne, et de la dépolitisation des sujets. Cette vieille femme porte sur son visage les signes de sa tribu. Le village groupe en effet des gens d'une même famille, tous fils de l'ancêtre éponyme du clan. Côté traditionnel, au cœur du massif des Aurès, parmi les berbères Chaouia, le spectateur découvre l'art de réaliser des galettes de maïs, de la poterie rustique ou encore des tapis colorés tissés à la main par toute la famille. Côté moderne, il entre dans l'usine Nicotal qui produit des chemises à l'échelle industrielle et apprend tout sur l'art et la manière de fabriquer du couscous dans une grande entreprise mécanisée. Y a-t-il seulement une guerre en Algérie? Pas dans ce reportage sur les mines de cuivre d'Aïn Barbar. Ni dans cette séquence sur une usine de tuiles où l'on découvre qu'il faut 50 heures pour transformer la terre en tuiles. Pas plus dans ce documentaire sur l'usine Le Sieur d'Alger qui produit 18 000 tonnes d'huile par an. L'huile brute est ensuite passée à la centrifugeuse où elle est épurée avant d'être livrée à la consommation. Dès 1961, il semble donc que l'indépendance soit déjà acquise dans les films du SCA qui a renoncé à parler de la guerre. L'armée, d'ailleurs, n'est plus montrée en opération, ni en pacification. Elle est montrée pour elle-même, pour sa modernité, débarrassée de la question algérienne. Avions à réaction, missiles, blindés, voilà les sujets tournés par le service cinématographique. Sans oublier la toute-puissante arme atomique. 4, 3, 2, 1, feu!
On est bien loin des opérations de contre-guérilla dans le Djebel. De toute façon, l'ennemi n'en est plus un, depuis que la France a choisi la voie de la négociation qui ne peut aboutir qu'à l'indépendance. Mais ce tournant ne peut être accepté par tout le monde. Pour les pieds noirs, mais aussi pour une partie de l'armée, De Gaulle est un parjure qui les a abandonnés en reniant la cause de l'Algérie française. Le 24 janvier 1960, les partisans de l'Algérie française tentent de rééditer le soulèvement de mai 1958 qui avait renversé la 4e République. Des barricades sont dressées dans Alger, mais l'armée ne suit pas et reste obéissante au pouvoir civil. Le 29 janvier, De Gaulle peut s'en féliciter. La France vient de gagner une dure bataille, mais c'était une bataille contre elle-même. Une bataille qui aurait pu lui être épargnée. On compte en effet une vingtaine de morts. Après la guerre civile entre musulmans, la guerre civile entre Français vient de commencer. Pour les cinéastes de l'armée, c'est l'occasion de renouer avec le document sur le vif, avec le reportage direct, improvisé et non scénarisé. C'est aussi le début d'une nouvelle schizophrénie entre des films d'actualité qui témoignent et des films de propagande qui exaltent la paix entre les deux communautés et la douceur de la vie quotidienne à Alger. Le 23 avril 1961, c'est au tour d'une partie de l'armée de se rebeller contre De Gaulle et la voie de l'indépendance négociée. Mais les appelés du contingent ne bougent pas et soutiennent Charles Olaquille. Le putsch tourne au fiasco et le président peut imposer ses vues en arrêtant les séditieux. Le dernier rempart de l'Algérie française a cédé et les courts-métrages le montrent bien. C'est en fait l'association que propose le général de Gaulle dans la paix et la liberté de tous, où chacun aura sa place et dont l'Algérie indépendante tirera bonheur et prospérité. Pour lutter contre ce qui est vécu comme un abandon, les ultras de l'Algérie française rejoignent l'OAS, l'organisation de l'armée secrète qui utilise la violence pour tenter de retarder l'inéluctable. La fracture entre Français est consommée, comme ce 28 septembre 1961, où les manifestants pro-OAS et les gardes mobiles s'affrontent dans les rues d'Alger à coups de pierres et de grenades lacrymogènes. Dans la nuit du 5 mars 1962, alors que les négociations sur l'indépendance ont lieu à Évian, l'OAS multiplie les plastiquages des boutiques d'Alger, de Bab el-Oued, de la Casbah et de Bellecour. Dans la rue Messonnier, plusieurs commerces sont complètement dévastés, tandis que les murs sont couverts de graffitis. Le 19 mars 1962, jour du cessez-le-feu et de l'entrée en vigueur des accords d'Évian, Alger est quadrillé par l'armée pour éviter les troubles. Les blindés se postent au carrefour et les rares Français qui se déplacent dans les rues désertes d'une ville où l'OAS a décrété la grève générale sont arrêtés et fouillés par les militaires. L'ennemi a complètement changé de visage. Au moment où les félagas ne sont plus désignés comme des hors-la-loi, le pouvoir se trouve de nouveaux bandits, de nouveaux rebelles, qui empêchent la paix en Algérie. Le 23 mars, 9 appelés sont abattus par l'OAS qui s'enferment dans Bab el-Oued comme dans une citadelle. Le 26, une grande manifestation organisée en soutien aux insurgés s'achève dans le sang. Soldats et gendarmes mobiles ouvrent le feu sur la population civile qui tente de forcer le barrage de la rue d'Isne.
Bilan officiel, 46 morts et 150 blessés, dont beaucoup décéderont à l'hôpital. La guerre d'Algérie s'achève avec la plus grande tuerie de civils que la France a connue depuis 1944. Mais ce ne sont pas des choses que l'on montre dans les films du cinéma aux armées. On ne verra pas plus le martyre des dizaines de milliers de harkis restés fidèles à la France. Si certains doivent leur salut à des officiers qui refusent de les abandonner, la plupart seront torturés, mutilés, assassinés par les militants du FLN. Chacun sa guerre civile, chacun ses problèmes. Le sort des Algériens appartient aux Algériens, non pas comme le leur imposeraient les couteaux et les mitraillettes, mais, comme ils le diront eux-mêmes, légitimement, par le suffrage universel. Avec eux et pour eux, la France garantira la liberté de leur choix. Le 3 juillet 1962, dans une Algérie où les pieds noirs ont massivement fait le choix de la valise plutôt que du cercueil, a lieu le référendum sur l'indépendance prévu par les accords d'Évian. Cette journée de fête pour les musulmans est étonnamment calme. Drapeaux aux fenêtres, foule dans la rue et files interminables devant les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote des Français, ceux qui ne sont pas partis se résignent, avec des mines graves, à devenir des étrangers dans leur propre pays, comme les musulmans avant eux. Sans surprise, on compte 99,7% de oui à l'indépendance. Le 5 juillet, munis de brassards du FLN et utilisant une voiture repeinte aux couleurs algériennes, les opérateurs du service cinématographique des armées immortalisent la liesse générale qui accompagne la proclamation de l'indépendance. À cette occasion, la statue de Jeanne d'Arc est voilée, exemple de l'assimilation que les Français ont longtemps vantée dans leurs films. Mais une assimilation à l'envers que les Français n'avaient pas imaginée. Finalement, les Français n'ont jamais rien vu de la guerre d'Algérie. Ils ont vu des jeeps rouler dans le désert du Sahara, des commandos crapahutés dans le Djebel, des populations heureuses d'agiter un drapeau tricolore, des militaires à dos de chameau, des marchés débordant de fruits et de légumes, des paysages à la beauté âpre. Ils ont vu une Algérie de cartes postales. Ils ont rarement vu les combats, mais davantage une armée où les soldats sont instituteurs, médecins et bâtisseurs. Parce qu'elle a vendu la paix tout en faisant la guerre, la propagande française ne pouvait qu'être rattrapée par la réalité algérienne.